formule vraie, c'est-à-dire toute formule qui est conséquence des axiomes qu'on s'est donnés, est démontrable à partir de ces axiomes. Alors, attention, démontrable, on a bien dit ce que ça signifiait. Hein, démontrable, c'est être la conclusion d'une démonstration en déduction naturelle. Mais ici, on parle de démontrable à partir d'axiomes. Donc ça signifie qu'on a le droit d'utiliser comme hypothèse les axiomes de la théorie, et on n'a pas à démontrer ces axiomes. Le problème, c'est qu'une théorie, en général, c'est infini. Donc dire A est dérivable avec un ensemble infini d'hypothèses, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas traité. Donc faisons-le. On dit qu'un séquent est dérivable à partir d'une théorie si on peut construire un argument dont les prémices sont dans la théorie. Plus formellement, un argument, je vous rappelle, c'est un arbre de démonstration, éventuellement avec des feuilles qui ne sont pas des règles, axiomes. Ce qu'on demande, c'est d'avoir un tel arbre de démonstration, tel que les seules feuilles qui ne sont pas démontrées sont de la forme thèse F, où F est un des axiomes de notre théorie. Donc dans ce cas, on écrit gamma thèse indice TA pour dire gamma thèse A est prouvable par un arbre dont les prémices sont dans T. Donc un exemple pour qu'on visualise la notion. Un des exercices de la feuille de TD sur le premier ordre, c'était de démontrer que x fois 2 égale 2x en arithmétique. Pardon, que x fois 2 égale x plus x. Alors faisons-le. Donc je dois démontrer pour tout x, x fois le successeur du successeur de 0 est égal à x plus x. Donc pour démarrer, je peux observer que x fois le successeur du successeur de 0, c'est x fois le successeur de quelque chose. Et pour ça, l'axiome A4 va me permettre de démontrer que x fois le successeur du successeur de 0, c'est x plus x fois le successeur de 0. À partir de cette propriété, en utilisant l'élimination de l'égalité, je peux établir le résultat que je veux, x fois successeur de 0 est égal à x plus x, dès que je sais montrer que x fois le successeur de 0 est égal à x. Okay, ce séquent-là, cette formule-là et cette formule-là, c'est les mêmes, sauf que à droite du plus ici, j'ai x fois 1, et à droite du plus ici, j'ai x. Donc il me faut démontrer l'égalité entre ces deux morceaux. Donc là, je vais pouvoir utiliser par exemple l'axiome A4 qui me dit que x plus 0 est égal à x, pour me ramener à démontrer que x fois le successeur de 0, c'est x plus 0. Et ici, en utilisant encore une fois A5, je peux écrire que x fois le successeur de 0, c'est x plus x fois 0, et je n'ai plus qu'à démontrer que 0 est égal à x fois 0, et ça, c'est l'axiome A6. Okay, donc c'est exactement comme la preuve que vous avez sans doute écrite en résolvant l'exercice de la feuille de TD, sauf qu'au lieu d'avoir les axiomes de Peano, les axiomes de l'arithmétique élémentaire, pardon, dans mon contexte, je me contente de produire un arbre avec comme feuille des éléments de la théorie que je considère. On peut reformuler cette notion de dérivable à partir des axiomes d'une théorie de plusieurs manières. La première consiste à rajouter une règle qui permet de dériver n'importe quel séquent de la forme gamma thèse A où A est un élément de la théorie. C'est à ce moment-là, être dérivable à partir de la théorie, c'est exactement la même chose que être dérivable dans la déduction naturelle plus cette règle. Une autre manière de voir les choses, c'est de dire que gamma thèse A est dérivable à partir des axiomes de T si je peux rajouter un nombre fini de formules à gamma, disons les formules dans un autre contexte delta, inclus dans T, et dériver delta virgule gamma thèse A dans la déduction naturelle. Donc ces trois manières de voir les choses sont équivalentes, on va le voir vite fait. Pour voir que être dérivable sous les axiomes de gamma, c'est la même chose que être dérivable dans la déduction naturelle augmentée de la règle T, c'est très facile. Chaque fois que j'ai une prémisse de la forme thèse F avec F dans T, je utilise la règle
correspondantes pour la démontrer. Et donc je remplace mes feuilles par des instances de cette nouvelle règle. Pour démontrer que être dérivable dans Dn union t, ça implique être dérivable dans Dn modulo l'ajout d'un nombre fini de formules de t à mon contexte, il suffit de considérer une preuve du séquent gamma thèse A dans Dn union t. Dans cette preuve, j'isole les instances de la règle t. Il y en a un nombre fini. Pour chacune de ces instances, je regarde la formule conclusion. Et toutes ces formules conclusion, je les mets dans une liste delta. Donc j'obtiens une liste finie de formules, qui est un contexte. En ajoutant ce contexte à tous les contextes de ma preuve, ça reste une preuve dans Dn union t. Sauf que maintenant, chaque instance de t se trouve utilisée dans un cas où la formule conclusion de ma règle t, elle se trouve déjà dans le contexte. À ce moment-là, je peux remplacer chacune de ces instances de règle par un axiome. Donc je n'ai plus d'instance de la règle t, j'obtiens une preuve dans la déduction naturelle tout court. Enfin, pour démontrer que si je peux prouver gamma thèse A en ajoutant un nombre fini de formules de t à mon contexte, alors je peux prouver gamma thèse A sous les axiomes, à partir des axiomes de t. Il suffit de regarder par exemple que en posant delta, c'est f1, etc., fk, donc les formules que je rajoute. À partir de delta, gamma thèse A, je peux dériver en appliquant l'introduction de l'implication un certain nombre de fois. Je peux prouver gamma thèse f1, flèche bleu, la flèche fk, flèche A, dans la déduction naturelle. Ensuite, on peut dériver n'importe quelle gamma thèse fi à partir des axiomes de t. Il suffit de partir de thèse fi, qui est une feuille autorisée, et d'affaiblir pour rajouter le contexte. Et maintenant, j'applique la formule, l'élimination de l'implication, k fois, à chacune de ces preuves. Donc ce que j'obtiens, c'est une preuve de gamma thèse A, mais qui utilise maintenant des prémices de la forme thèse fi qui se trouve être dans t. C'est bien la notion de dérivable à partir de t. Ok, donc les trois notions qui sont ici sont équivalentes, et suivant les cas, on utilisera l'une ou l'autre, suivant ce qui est le plus pratique dans la suite de l'exposé. Ok, alors je vous rappelle que on a démontré un théorème de correction qui nous dit si une formule est prouvable, ou même si un séquent est prouvable, alors il est valide. Ce résultat reste valide quand on remplace dérivable par dérivable à partir de t, et valide par est une conséquence de t. Donc précisons les définitions. Une formule est dite valide dans t si tout modèle de t la valide, et un séquent est valide si l'implication correspondante est valide. Okay, donc c'est exactement la même notion que dans le début du cours. On obtient alors que si gamma thèse B est dérivable à partir des axiomes de t, alors gamma thèse B est valide dans t, c'est-à-dire que tout modèle de t valide gamma thèse B. Ce théorème de correction relatif à une théorie se déduit du théorème de correction qu'on a déjà vu, tout simplement parce que ce qu'on a démontré, c'est que dès que toutes les règles sont correctes, les arguments, c'est-à-dire les preuves avec prémices ouvertes, sont correctes. Ce qui signifie que pour tout modèle et tout environnement, si les prémices sont valides, alors la conclusion de l'argument est valide. Ici, par définition, dans un modèle de t, les prémices de la forme thèse f avec f un élément de t sont systématiquement valides, et donc les conclusions de preuve avec prémices dans t sont valides dans tous les modèles de t. C'est bien le minimum qu'on puisse attendre d'un système formel de démonstration, c'est qu'on arrive à démontrer que des trucs vrais. On n'a pas introduit de contradiction dans notre système. On peut reformuler le théorème de correction en termes de relation entre la notion de cohérence et la notion de contradiction. Donc, je vous rappelle que
une théorie est cohérente si elle admet un modèle. Dit autrement, T est incohérente si et seulement si l'absurde est une conséquence de la théorie. En effet, vu que aucun modèle ne valide l'absurde, puisque la valeur de vérité de l'absurde, c'est 0, la seule manière pour une théorie d'avoir comme conséquence l'absurde, c'est de ne pas avoir de modèle. La version dérivabilité ou prouvabilité de l'incohérence, c'est le fait que T soit contradictoire. C'est-à-dire que l'absurde est une conséquence dérivable des axiomes de T. On peut donc reformuler le théorème de correction de diverses manières. Donc, tel que je l'ai énoncé, c'est si gamma TSB est dérivable dans T, alors il est valide dans T. La contraposée nous dit que si ce n'est pas valide dans T, alors ça n'est pas dérivable dans T. Appliqué au cas particulier où gamma est vide et où B est l'absurde, ces deux propriétés nous disent si T est contradictoire, c'est-à-dire qu'elle prouve l'absurde, alors elle a l'absurde comme conséquence, c'est-à-dire qu'elle est incohérente. Et la contraposée de ça, c'est si T est cohérente, alors elle n'est pas contradictoire. Ce cas particulier de la correction, avec gamma vide et B l'absurde, est en fait suffisant pour établir la correction en général. En effet, supposons par exemple que T est contradictoire implique que T est incohérente. Et on va démontrer la correction en général. Donc on part de gamma TSB un séquent dérivable dans T, et on veut démontrer que gamma TSB est valide dans T. Ce qu'on fait, c'est que on va former une formule close dont la dérivabilité et la validité sont équivalentes à celles de gamma TSB. Donc on écrit que A1 à n les formules de gamma, et on suppose que toutes les variables du séquent gamma TSB sont dans x1, xk. Donc la formule qu'on considère, c'est l'implication A1 implique A2, implique blablabla, implique AK, implique B, close par les pour tout x1, pour tout x2, pour tout xk. Donc cette formule est close, et elle est dérivable à partir du séquent gamma TSB, par introduction de l'implication, puis introduction de la quantification universelle, puisque on sera retrouvé avec un contexte vide, donc on peut quantifier universellement. Donc f, le séquent thèse f, est dérivable dans notre théorie. C'est-à-dire que sous l'hypothèse non f, on peut dériver l'absurde dans notre théorie. Donc ça, comme f est close, c'est équivalent à dire que en ajoutant non f à la théorie T, on peut dériver l'absurde, c'est-à-dire que la théorie T union la négation de f est contradictoire. Par l'implication qu'on a supposée, on obtient que cette théorie est incohérente, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de modèle. Donc si on a un modèle de T, ce modèle ne peut pas valider non f, puisqu'il n'y a pas de modèle de T avec non f. Mais quand un modèle ne valide pas une négation, c'est qu'il valide la formule. Donc ça nous dit que si on a un modèle de T, ce modèle valide nécessairement f, et ça c'est exactement dire que f est valide dans T. Or dire que f est valide dans T, c'est exactement dire que le séquent gamma TSB est valide dans T, puisqu'on a construit f pour ça. Donc ces quatre formulations de la correction sont équivalentes, et encore une fois, on jonglera avec ces quatre formulations suivant ce qu'on veut établir. La complétude, c'est la réciproque de cette propriété de correction. C'est-à-dire que ce qui est valide doit être prouvable. Et comme on a quatre versions de la correction équivalentes, on obtient simplement par la réciproque, donc on prend la réciproque de chacune des implications, et ça nous donne quatre versions de la complétude. Donc la première qui dit si c'est valide, c'est prouvable, la deuxième qui dit si c'est pas prouvable, c'est valide, et donc les cas particuliers quand gamma est vide et B est l'absurde, ça nous dit que si une théorie n'est pas contradictoire, alors elle est cohérente, ou que si une théorie est incohérente, donc elle n'a pas de modèle, alors elle est contradictoire, c'est-à-dire qu'elle peut prouver le faux. Donc nous, ce qu'on va démontrer, c'est ce théorème de complétude, et donc il nous suffit de choisir une de ces quatre formulations et de la démontrer, et celle qu'on va choisir, c'est la troisième. Si T n'est pas contradictoire, donc on ne peut pas dériver l'absurde à partir de T, alors elle est cohérente, c'est-à-dire qu'elle admet un modèle. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre une théorie non contradictoire et fabriquer un modèle.
L'idée pour construire ce modèle, c'est de considérer les termes clos. En effet, chaque terme clos définit un élément dans toute interprétation de T, et donc l'idée c'est de prendre ces termes clos comme représentants génériques des éléments dans les interprétations. Alors attention, il se peut très bien que deux termes clos syntaxiquement différents doivent être identifiés dans notre théorie. Par exemple, le successeur de 0 et le successeur de 0 plus 0, c'est deux termes clos dans le langage de l'arithmétique, et ils sont égaux d'après les axiomes de l'arithmétique. Donc ce qu'on va considérer, c'est plutôt les termes clos modulo les égalités prouvables. Alors il se trouve que si on fait ça dans une théorie quelconque, ça ne marche pas à tous les coups. Pour démontrer que la structure qu'on forme en regardant les termes clos est bien un modèle, on va avoir besoin de deux hypothèses supplémentaires. D'abord, on doit s'assurer qu'il y a assez de termes clos. En effet, à chaque fois qu'on sait démontrer il existe XA, on doit pouvoir avoir que notre modèle valide il existe XA. Dire que le modèle valide il existe XA, c'est dire qu'il y a un élément du modèle pour lequel A est vrai. Si notre modèle c'est l'ensemble des termes clos, ben, il nous faut un terme clos qui valide A à chaque fois qu'on a il existe XA. Pour ça, on va supposer que pour chaque formule avec une seule variable libre x, on a un symbole de constante tel que on peut prouver dans notre théorie s'il existe un élément qui valide A, alors cette constante valide A. Donc, dans cette situation, on dit que T est pleine. L'autre condition, c'est la complétude de la théorie. C'est-à-dire que pour toute formule close, on sait dériver soit A, soit non A. Avec ces deux hypothèses, on va démontrer qu'une formule A est valide dans le modèle, si et seulement si c'est une conséquence dérivable de T. On utilisera l'hypothèse que T est pleine dans le cas où A est une formule il existe, et on utilisera le fait que T est complète dans le cas où A est une négation. Le résultat, c'est donc un modèle de la théorie pleine et complète T, qu'on appelle modèle syntaxique, puisqu'il est obtenu à partir du langage, à partir des termes clos dans le langage. Pour étendre ce résultat au cas général où T n'est pas nécessairement pleine ni complète, il nous suffira de démontrer que chaque théorie non contradictoire peut être étendue en une théorie qui est pleine et complète, et donc toujours non contradictoire. Alors je dis il suffit, mais en fait c'est un morceau important de la preuve. Le reste de cette séance de cours est consacré intégralement à la démonstration détaillée du théorème. Première étape, on va préciser la construction de la structure syntaxique formée sur les termes clos quotientés par l'équivalence prouvable. On fixe une théorie T et on introduit une relation. T est en relation avec T' si on peut démontrer l'égalité T égale T' à partir des axiomes de T. Comme on l'a vu, les règles d'introduction et d'élimination de l'égalité suffisent à établir que cette relation est une relation d'équivalence. Quand on a un terme T, on va noter T bar sa classe pour cette relation d'équivalence. Et la première étape de la construction consiste à poser que la trame du modèle, c'est l'ensemble des termes clos, modulo cette relation d'équivalence. Alors pour que cette trame soit non vide, on suppose qu'il y a au moins un symbole de constante dans le langage, mais c'est un détail. Pour les symboles de fonction, étant donné un symbole f d'arité n, on doit définir une fonction qui prend comme argument n classes d'équivalence de termes clos et qui fabrique une classe d'équivalence de termes clos. Donc prenons des classes, la classe de T1, la classe de T2, la classe de Tn. On doit fabriquer la classe d'un terme. Le terme qu'on va considérer, c'est le symbole f appliqué à T1, Tn, qui est aussi un terme clos. Alors il faut préciser pourquoi cette définition est bien une définition, c'est-à-dire pourquoi l'image de cette fonction ne dépend pas du choix des représentants T1, Tn. Simplement, il nous faut démontrer que si on remplace T1, Tn par des termes équivalents, alors le terme f appliqué à T1, Tn est équivalent au terme f appliqué à les termes équivalents. Et ça, c'est exactement dire que la règle qui dit
qu'on peut dériver f de t1tn est égal à f de, de u1un dès que t1 est égal à u1 et tn est égal à un, cette règle est admissible, et en effet, elle est dérivable. Donc cette fonction est bien définie, et on peut noter que quand on prend un terme clos, son interprétation, donc qui ne dépend pas de l'environnement, dans cette interprétation, sa valeur, c'est simplement sa classe. Okay, ça se fait simplement par induction sur T, par définition. Ensuite, il nous faut définir l'interprétation des symboles de relation. Donc on prend un symbole R d'arrêté N, et son interprétation, c'est un ensemble de n-uplets de classes d'équivalence de termes. On va simplement dire qu'on prend tous les n-uplets de la forme la classe de Tn, T1, la classe de T2, etc., la classe de Tn, à chaque fois qu'on peut démontrer que T1 et Tn sont en relation dans la théorie. Cette interprétation a la propriété que, à chaque fois que je prends des termes clos U1, etc., Un, le modèle valide le fait que les UI sont en relation, si et seulement si la formule est dérivable à partir de T. Alors ça paraît être évident, mais en fait c'est pas exactement le cas, parce que dire que M valide R de U1 UN, c'est dire que les valeurs des UI, le n-uplet formé des valeurs des UI, est dans l'interprétation de R. On a vu que la valeur d'un terme clos, c'est exactement sa classe, donc c'est dire que le n-uplet des classes des UI est dans cet ensemble, c'est-à-dire qu'il existe des termes T1, etc., Tn, tel que ce n-uplet, c'est aussi le n-uplet des classes des TI, et on peut prouver R de T1, Tn. Mais dans cette situation, on peut également prouver R de U1, Un, simplement en éliminant les égalités T1 égale U1, Tn égale Un. Pour la structure ainsi obtenue, on va établir qu'une formule close est valide si et seulement si elle est dérivable dans T. Et pour ça, on va utiliser deux hypothèses supplémentaires qui sont que la théorie est pleine et qu'elle est complète. En particulier, elle est non contradictoire. Pour simplifier la preuve, on peut se ramener au cas où la formule F n'utilise que le quantificateur il existe et la négation et la conjonction. En effet, les lois de De Morgan sont dérivables, et se ramener à ce cas particulier de formule, ça se fait exactement par induction sur F en utilisant les lois de De Morgan. Donc on ne l'a pas fait dans le détail, vous avez normalement montré que les lois de De Morgan sont dérivables en déduction naturelle. C'est un exercice très simple de démontrer que pour toute formule F, il en existe une autre F' qui est prouvablement équivalente, c'est-à-dire que F' se déduit de F et F se déduit de F', et qui n'utilise que le et, le non et le il existe. Je vous encourage à le faire si ça ne vous paraît pas évident. Donc, à partir de ce point, on va faire la preuve par induction sur la formule, en ne traitant que les cas de la formule atomique, le et, le non et le il existe. Donc si la formule est atomique, on a vu que l'équivalence était une conséquence directe de la définition de la structure. Donc ici, on n'utilise pas d'hypothèse supplémentaire. Dans le cas où F est une conjonction, F est de la forme A et B, on utilise la définition, M valide A et B si et seulement si M valide à la fois A et B. Par hypothèse d'induction appliquée à A et B, ça c'est vrai si et seulement si A est dérivable dans T et B est dérivable dans T. Et comme la règle d'introduction du et qui nous permet de déduire A et B à partir de A et de B est réversible, ben dire que A est dérivable et B est dérivable, c'est équivalent à dire que A et B est dérivable. Si F est une négation, on utilise encore une fois la définition. M valide non A, c'est vrai si et seulement si M ne valide pas A. Par hypothèse d'induction appliquée à F, on a M valide A si et seulement si A est dérivable. Donc M ne valide pas A si et seulement si A n'est pas dérivable. Là, on utilise l'hypothèse que notre théorie T est complète pour dire que A n'est pas dérivable si et seulement si non A est dérivable. Dernier cas, si F est de la forme il existe XA, comme F est supposé close, ça veut dire que la seule variable libre de A, c'est X. Alors, je fixe un environnement E, et E et M valident il existe XA, si et seulement si je peux changer la valeur prise par E en X, pour un certain élément A, et valider ainsi A. Ça, c'est la définition de ce que ça signifie de valider. Mais que sont les éléments de mon interprétation? Ce sont les classes de termes clos.
Donc ça veut dire, j'ai cette propriété, si et seulement si, je peux trouver un terme clos, tel que, en utilisant la classe de t comme valeur de x dans l'environnement E, je peux valider A. Quand j'ai un terme clos t, on a vu que la classe de t, c'est rien d'autre que l'interprétation de t dans la structure syntaxique, et cette interprétation ne dépend pas de l'environnement E parce que le terme est clos. Autrement dit, t bar, c'est rien d'autre que la valeur de t dans M et E. Là, on peut utiliser un résultat qu'on a établi dans le cours sur la vérité en calcul des prédicats, qui nous dit que dans l'environnement E pour la structure M, on valide la substitution A où je remplace x par t, si et seulement si on valide A dans un environnement E où on change la valeur de x pour prendre la valeur de t. Comme j'ai remplacé x par un terme clos, la substitution de x par t dans A nous donne une formule qui est close. Je peux donc lui appliquer mon hypothèse d'induction pour obtenir que cette formule close est valide dans M, si et seulement si elle est dérivable dans t. Alors en fait, je mens un tout petit peu. C'est pas exactement en raisonnant par induction sur f que je fais ici, puisque A, où je fais la substitution de x par t, c'est pas une sous-formule immédiate de f. Mais c'est en tout cas une formule plus petite, puisqu'elle utilise un quantificateur de moins et le même nombre de connecteurs. Donc il faut en fait raisonner non pas par induction sur les formules, mais par récurrence forte, et donc induction, sur le nombre de connecteurs et de quantificateurs dans ma formule. Tout le reste restant inchangé. On a donc démontré que M valide il existe XA si et seulement si il existe un terme clos T, tel que A où je remplace x par T est dérivable à partir de ma théorie. Il ne me reste plus qu'à démontrer que cette dernière condition est équivalente au fait que il existe XA est dérivable. Étant donné une preuve de A où je remplace x par T, je déduis directement une preuve de il existe XA en utilisant la règle d'introduction du il existe. Réciproquement, si je sais dériver il existe XA dans ma théorie, comme T est pleine, je sais dériver il existe XA implique A où je remplace x par la constante associée à A, et par une élimination de cette implication, j'obtiens A où je remplace x par la constante associée à A. Il nous reste maintenant à démontrer que, étant donné une théorie non contradictoire, je peux toujours l'étendre en une théorie pleine et complète, et toujours non contradictoire. Donc je vais d'abord l'étendre en une théorie pleine. Et pour ça, je vais devoir changer le langage, je vais devoir rajouter des symboles dans le langage. Donc je démarre avec une théorie T sur le langage L, et ce que je veux obtenir, c'est une théorie qui contient T sur un langage éventuellement plus grand et qui est pleine. Pour chaque formule A avec une seule variable libre x, je vais donc rajouter à mon langage un symbole de constante spécifique à A, et à la théorie, je vais rajouter l'axiome qui dit que si il existe un x et que A est vrai, alors A est vrai en prenant comme valeur de x la constante associée à A. En faisant ça, j'ai rajouté des symboles au langage, et donc des formules pour lesquelles il faudrait que j'ajoute un axiome. Je vais donc devoir répéter cette construction avec le langage étendu, ça me donne encore un langage, je vais devoir répéter la construction, et ainsi de suite. Donc on formalise ça comme suit. On va définir deux suites croissantes de langage et de théorie, qui vérifie que chaque théorie Tn est une théorie sur le langage, n'utilise que des formules sur le langage Ln. On démarre avec L0, qui est le langage de départ, T0, qui est la théorie de départ, et pour passer au niveau suivant, on rajoute une constante pour chaque formule à une seule variable libre dans le langage précédent, et un axiome correspondant pour chaque formule à une variable libre dans le langage précédent. On prend T étoile, l'union de toutes ces théories, et L étoile, l'union de tous ces langages. Une formule dans T étoile, c'est une formule de 1 des Tn, c'est donc une formule sur un des langages Ln, c'est donc une formule sur L étoile. Donc la théorie T étoile est bien construite sur le langage L étoile. On obtient bien une théorie T étoile qui contient T, et qui est pleine sur le langage L étoile qui contient L. En effet, si je prends une L étoile formule A, donc une formule A sur le langage L étoile, et que cette formule n'a qu'une seule variable libre,
comme une formule est un objet fini, elle n'utilise qu'un nombre fini de symboles de constante, et donc pour n suffisamment grand, A sera une formule sur le langage Ln, avec une seule variable libre. Ça veut dire que l'axiome il existe xa implique A, où je remplace x par une constante, se trouve dans la théorie Tn plus 1, et donc dans T étoile. Le seul point qui reste à établir, c'est que T étoile n'est pas contradictoire. En effet, on a introduit des axiomes, et il se pourrait que on puisse démontrer plus de choses, et en particulier l'absurde. Donc on va démontrer que dès que T est non contradictoire, T étoile aussi. Et pour ça, il suffit de montrer que chacune des théories Tn est non contradictoire. Parce que si j'avais une preuve de l'absurde dans Tn étoile, comme cette preuve n'utilise qu'un nombre fini d'axiomes, bah ça serait déjà une preuve dans Tn avec n suffisamment grand. Donc on va démontrer que chaque Tn est non contradictoire, et ça on va le faire par récurrence sur n. Quand n vaut 0, c'est l'hypothèse de départ, c'est l'hypothèse du théorème. Et on veut donc montrer que si Tn est non contradictoire, Tn plus 1 est non contradictoire. C'est-à-dire que si Tn plus 1 est contradictoire, Tn est contradictoire. Pour établir cette implication, on a besoin d'un petit lemme purement technique qui nous dit essentiellement que quand on introduit une constante fraîche, qui n'était pas dans le langage, ça se comporte comme une variable. Plus précisément, ce lemme me dit que si j'introduis un symbole C qui n'était pas dans mon langage, un symbole de constante, et que je prends une théorie T sur ce langage sans le symbole de constante, alors à chaque fois que je peux démontrer gamma où je remplace x par c, thèse A où je remplace x par c dans ma théorie, et c par ailleurs n'apparaît pas dans gamma ni dans A, alors je peux en déduire gamma thèse A dans ma théorie. Une manière équivalente d'énoncer ce résultat, c'est de dire, partant d'une théorie T qui ne contient pas le symbole de constante C, à chaque fois que j'établis un séquent dans lequel éventuellement C apparaît, à partir des axiomes de T, alors je peux établir le même séquent dans la théorie T, où je remplace toutes les occurrences de mon symbole de constante C par n'importe quelle variable fraîche x. Pour établir ce résultat, il suffit de prouver que la règle qui consiste à dire si je sais prouver un séquent où éventuellement C apparaît, alors j'en déduis le même séquent où je remplace toutes les occurrences de C par T, ce qui se formule ainsi, ben cette règle est admissible dans la déduction naturelle. Comment on démontre ça? Ben si vous regardez bien, ça ressemble beaucoup à la règle de substitution qui me dit si je sais dériver gamma thèse A, j'en déduis gamma thèse A où je remplace partout x par le même terme T. C'est simplement qu'au lieu de remplacer une variable, on remplace un symbole de constante. Donc c'est exactement la même démonstration. Une fois qu'on a montré que cette règle est admissible, ben, on suppose qu'on a une dérivation de gamma avec la substitution de x par c, thèse A avec la substitution de x par c à partir des axiomes de T. Alors on peut reformuler ça en disant que on a un contexte supplémentaire delta qui ne contient que des axiomes de T, tel que quand on le rajoute, le séquent est dérivable, mais il faut bien voir que les formules de delta sont closes. Donc, ce séquent, c'est exactement comme le séquent gamma delta thèse A, où partout je fais la substitution de x par c, et en utilisant la règle précédente, je peux remplacer toutes les occurrences de c par la variable x elle-même, ce qui me donne le séquent de départ gamma virgule delta thèse A, et dire que gamma virgule delta thèse A est dérivable avec delta qui ne contient que des axiomes de T, c'est dire, ça me dit, que gamma thèse A est dérivable à partir des axiomes de T. Avec ce lemme technique, on va donc montrer que si Tn plus 1 est contradictoire, Tn est aussi contradictoire. Donc on se donne une preuve de l'absurde à partir des axiomes de Tn plus 1, et on cherche à démontrer que Tn est contradictoire. Dire que l'absurde est dérivable à partir des axiomes de Tn plus 1, on a vu que c'est la même chose que de dire que le séquent constitué de un certain nombre de formules prises dans Tn plus 1, thèse bottom, est dérivable en déduction naturelle. Ces hypothèses, je les classe en deux morceaux. Il y a celles qui sont déjà dans Tn, et celles que je vais appeler F1, etc., Fk, qui sont dans Tn plus 1, mais pas dans Tn.
Okay, donc, j'ai une preuve en déduction naturelle de l'absurde sous les hypothèses F1, etc., Fk, plus certaines hypothèses dans Tn. Mais ça, c'est exactement dire que le séquent F1, etc., Fk, thèse bottom, est dérivable dans Tn. Les Fi ont été introduites lors du passage de Tn à Tn plus 1. Elles sont donc toutes nécessairement de la forme il existe x à i implique AI, où je remplace x par ci, donc la constante associée à AI, dans la construction de ln plus 1 à partir de Tn et Ln. Comme les ci n'apparaissent pas dans les formules de Tn, je peux appliquer mon lemme technique et remplacer chacune des constantes ci par une variable fraîche xi. Ça me donne une preuve du même séquent, ou simplement j'ai remplacé le ci dans chacune des formules par xi. J'ai pris des variables fraîches et deux A2 distinctes, xi, ce qui signifie que xi n'apparaît que dans la formule f'. Ça m'autorise à appliquer la règle il existe gauche pour f' avec la variable xi, c'est-à-dire que je remplace dans mon contexte f'i par il existe xi f'. Donc ça, j'appelle ça f seconde i. J'obtiens donc une démonstration de f seconde 1, etc., f seconde k, thèse l'absurde, à partir des axiomes de Tn. Mais regardons ce qu'est exactement f seconde i. F seconde i, c'est il existe un xi tel que, s'il existe un x tel que ai est vrai, alors ai où x est remplacé par xi est vrai. Or, cette formule est prouvable parce que xi étant une variable fraîche, n'est pas libre dans ai. Ça, c'est un résultat général, et trouver la preuve de cette formule en déduction naturelle quand xi n'est pas libre dans ai, c'est très analogue à l'exercice 4, plutôt à la question 4 de l'exercice 1, dans la feuille de TD sur la déduction naturelle en calcul des prédicats. Je vous encourage à le faire comme exercice, si ça n'est pas clair pour vous. On a donc démontré que quand Tn plus 1 est contradictoire, Tn l'est aussi, et c'était exactement ce dont on avait besoin pour établir la récurrence, montrant que tous les Tn sont non contradictoires. Et donc T étoile est non contradictoire. Il nous reste à démontrer que toute théorie non contradictoire peut être étendue en une théorie complète, T bar. De plus, cette extension se fait sans changer le langage, ce qui permettra de préserver la propriété que T est pleine par la suite. Pour faire cette preuve, on va faire l'hypothèse que le langage est dénombrable pour pouvoir raisonner par récurrence sur une énumération des formules. Cette hypothèse n'est pas nécessaire, mais pour s'en passer, il faut utiliser une forme assez forte de l'axiome du choix, qui est le lemme de Zorn, qui permet, d'une certaine manière, d'étendre la notion de récurrence à des ensembles arbitraires. Donc, en supposant que le langage est dénombrable, on en déduit facilement que l'ensemble des formules est également dénombrable, et donc on peut se donner une suite de formules, à n, qui couvre l'ensemble de toutes les formules sur le langage L. À partir de cette énumération des formules sur L, on va définir une suite de théories qui contiennent T, la théorie de départ, croissantes, et toutes non contradictoires. En prenant l'union de ces théories, on obtiendra une théorie complète. Donc je pars de T0 égale T, et pour chaque n, j'étends Tn pour former Tn plus 1, en rajoutant simplement soit An, soit la négation de An. Donc je mets An si An est une conséquence de ma théorie, et la négation de An si An n'est pas une conséquence de ma théorie. Tn. Donc on a supposé que T0 était non contradictoire, et pour montrer que toutes les Tn sont non contradictoires, il suffit, comme pour le cas précédent, de montrer que si Tn plus 1 est contradictoire, alors Tn l'est aussi. Supposons que Tn plus 1 est contradictoire. Ça signifie que je peux dériver en déduction naturelle un séquent de la forme un certain nombre de formules prises dans Tn plus 1, thèse l'absurde. Or, la seule formule que j'ai ajoutée à Tn pour obtenir Tn plus 1, c'est soit An, soit non An. Appelons-la B. Alors,
modulo un affaiblissement, je peux toujours supposer que B figure parmi les hypothèses que j'ai utilisées pour prouver l'absurde, et que toutes les autres sont donc dans Tn. Donc, à partir de cette hypothèse, on va démontrer que Tn elle-même est contradictoire. Alors, deux cas sont possibles. J'ai rajouté la formule non AN. Donc ça, c'est le cas où je ne peux pas dériver AN à partir des axiomes de Tn. J'obtiens donc une preuve de gamma, non AN, thèse l'absurde, avec les formules de gamma qui sont toutes dans Tn, c'est-à-dire que le séquent non AN, thèse l'absurde, est dérivable à partir des axiomes de Tn. En utilisant la règle du raisonnement par l'absurde, ça me donne une preuve de AN à partir des axiomes de Tn. Or ça, c'est exactement ce que j'ai supposé ne pas avoir. Donc ce cas ne peut pas se produire. Je suis donc nécessairement dans l'autre cas, c'est-à-dire que AN est dérivable à partir des axiomes de Tn. Dans ce cas, j'ai choisi B comme étant la formule AN, et mon hypothèse me dit que je peux dériver gamma, AN thèse l'absurde, c'est-à-dire que AN thèse l'absurde est dérivable à partir des axiomes de Tn, et en utilisant la coupure entre ma preuve de AN et ma preuve de AN thèse l'absurde, j'obtiens une preuve de l'absurde dans Tn, c'est donc que Tn est contradictoire. On a donc démontré que si Tn plus 1 est contradictoire, Tn l'est aussi, et c'est exactement ce dont on a besoin pour démontrer par récurrence que tous les Tn sont non contradictoires à partir du fait que T0 est non contradictoire, comme tout à l'heure. Maintenant, on va poser T bar, l'union de tous les Tn. On sait que T bar est non contradictoire. C'est comme pour le remplissage d'une théorie, pour la complétion, on a une suite croissante de théories non contradictoires. L'union est non contradictoire, parce que si je prends une preuve dans T bar, elle utilise qu'un nombre fini d'axiomes, et c'est donc une preuve dans Tn pour n suffisamment grand. Or, j'ai démontré que Tn était non contradictoire. Par ailleurs, cette théorie est complète. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une formule close, c'est une des AN. Donc, j'ai ou bien AN ou bien non AN, qui est un axiome de Tn pour n suffisamment grand. Donc T bar, il y a une erreur ici, T bar est complète. On a maintenant tous les ingrédients pour prouver le théorème de complétude en général. Donc si je prends une théorie T non contradictoire, elle admet un modèle. Donc je pars d'une théorie non contradictoire sur un langage L. Je peux l'étendre en une théorie pleine sur un langage qui étend L étoile, et cette théorie T étoile est également non contradictoire, en plus d'être pleine. Maintenant, je considère la complétion de T étoile, je vais l'appeler T'. Le théorème précédent nous dit que T' est complète et non contradictoire, parce que T étoile est non contradictoire, et comme on a gardé le même langage L étoile, et que T étoile contient tous les axiomes nécessaires pour les formules qu'on peut former sur L étoile, T' est également pleine. Elle contient tout ce qu'il faut. Enfin, T', c'est donc une extension de T, sur un langage éventuellement plus riche, qui est non contradictoire, pleine et complète. On a démontré que dans ce cas, on pouvait fabriquer un modèle, qui est le modèle syntaxique, et donc T' admet un modèle. Or, tous les axiomes de T sont aussi des axiomes de T', donc ils sont satisfaits dans M', et ça, c'est exactement dire que M' fournit un modèle de T. On a donc démontré que la déduction naturelle est un système logique complet pour le calcul des prédicats, c'est-à-dire qu'une formule est démontrable à partir des axiomes d'une théorie, si et seulement si elle est vraie dans tous les modèles de cette théorie.